Le vicomte de Bragelonne, partie 26, chapitre 111. La chasse aux papillons. Le roi, en rentrant chez lui pour donner quelques ordres et pour asseoir ses idées, trouva sur sa toilette un petit billet dont l'écriture semblait déguisée. Il l'ouvrit et lut. « Venez vite, j'ai 1000 choses à vous dire. » Il n'y avait pas assez longtemps que le roi et madame s'étaient quittés pour que ces 1000 choses fussent la suite des 3000 que l'on s'était dites pendant la route qui sépare Vulaine de Fontainebleau. Aussi, la confusion du billet et sa précipitation donnèrent-elles beaucoup à penser au roi. Il s'occupa quelque peu de sa toilette et partit pour aller rendre visite à madame. La princesse, qui n'avait pas voulu paraître l'attendre, était descendue au jardin avec toutes ses dames. Quand le roi eut appris que madame avait quitté ses appartements pour se rendre à la promenade, il recueillit tous les gentilshommes qu'il put trouver sous sa main et les convia à le suivre au jardin. Madame faisait la chasse aux papillons sur une grande pelouse bordée d'héliotropes et de genêts. Elle regardait courir les plus intrépides et les plus jeunes de ses dames et, le dos tourné à la charmille, attendait fort impatiemment l'arrivée du roi auquel elle avait assigné ce rendez-vous. Le craquement de plusieurs pas sur le sable la fit retourner. Louis XIV était nu-tête. Il avait abattu de sa canne un papillon petit paon que M. de Saint-Aignan avait ramassé tout étourdi sur l'herbe. « Vous voyez, madame, dit le roi, que, moi aussi, je chasse pour vous. » Et il s'approcha. « Messieurs, dit-il en se tournant vers les gentilshommes qui formaient sa suite, rapportez-en chacun autant à ses dames. » C'était congédier tout le monde. On vit alors un spectacle assez curieux. Les vieux courtisans, les courtisans obèses, coururent après les papillons en perdant leurs chapeaux et en chargeant, cannes levées, les myrtes et les genêts comme ils eussent fait des Espagnols. Le roi offrit la main à madame, choisit avec elle pour centre d'observation un banc couvert d'une toiture de mousse, sorte de chalet ébauché par le génie timide de quelques jardiniers qui avaient inauguré le pittoresque et la fantaisie dans le style sévère du jardinage d'alors. Cet auvent, garni de capucines et de rosiers grimpants, recouvrait un banc sans dossier, de manière que les spectateurs, isolés au milieu de la pelouse, voyaient et étaient vus de tous côtés, mais ne pouvaient être entendus sans voir eux-mêmes ceux qui se fussent approchés pour entendre. De ce siège, sur lequel les deux intéressés se placèrent, le roi fit un signe d'encouragement aux chasseurs. Puis, comme s'il eût disserté avec madame sur le papillon traversé d'une épingle d'or et fixé à son chapeau, « Ne sommes-nous pas bien ici pour causer ?» dit-il. « Oui, sire, car j'avais besoin d'être entendu de vous seul et vu de tout le monde. »« Et moi aussi, » dit Louis. « Mon billet vous a surpris ?»« Épouvanté, mais ce que j'ai à vous dire est plus important. »« Oh, non pas. Savez-vous que monsieur m'a fermé sa porte ?»« À vous ? Et pourquoi ? Ne le devinez-vous pas ? » ?»« Ah, madame, mais alors nous avions tous les deux la même chose à nous dire. »« Que vous est-il donc arrivé, à vous ? » ?»« Vous voulez que je commence ? » ?»« Oui, moi j'ai tout dit. »« À mon tour alors. Sachez qu'en arrivant, j'ai trouvé ma mère qui m'a entraîné chez elle. »« Oh, la reine-mère ?» fit madame avec inquiétude. « C'est sérieux ? » ?»« Je le crois bien. Voici ce qu'elle m'a dit. Mais d'abord, permettez-moi un préambule. »« Parlez, sire. »« Est-ce que monsieur vous a jamais parlé de moi ? » ?»« Souvent. »« Est-ce que monsieur vous a jamais parlé de sa jalousie ? » ?»« Oh, plus souvent encore. »« À mon égard ? » ?»« Non pas, mais à l'égard, oui, je sais, de Buckingham, de Guiche. »« Précisément. »« Eh bien, madame, voilà que monsieur s'avise à présent d'être jaloux de moi. »« Voyez, » répliqua en souriant malicieusement la princesse. « Enfin, ce me semble, nous n'avons jamais donné lieu... »« Jamais, moi du moins. Mais comment avez-vous su la jalousie de monsieur ? » Ma mère m'a représenté que monsieur était entré chez elle comme un furieux, qu'il avait exhalé 1000 plaintes contre votre... Pardonnez-moi. Dites, dites. Sur votre coquetterie. Il paraît que monsieur se mêle aussi d'injustice.
Vous êtes bien bon, sire. Ma mère l'a rassuré, mais il a prétendu qu'on le rassurait trop souvent et qu'il ne voulait plus l'être. N'eût-il pas mieux fait de ne pas s'inquiéter du tout? C'est ce que j'ai dit. Avouez, sire, que le monde est bien méchant. Quoi, un frère, une sœur ne peuvent causer ensemble, se plaire dans la société l'un de l'autre, sans donner lieu à des commentaires, à des soupçons? Car enfin, sire, nous ne faisons pas mal, nous n'avons nulle envie de faire mal. Et elle regardait le roi de cet œil fier et provocateur qui allume les flammes du désir chez les plus froids et les plus sages. Non, c'est vrai, soupira Louis. Savez-vous bien, sire, que, si cela continuait, je serais forcé de faire un éclat? Voyons, jugez notre conduite. Est-elle ou n'est-elle pas régulière? Oh, certes, elle est régulière. Seule, souvent, car nous nous plaisons aux mêmes choses. Nous pourrions nous égarer aux mauvaises. L'avons-nous fait? Pour moi, vous êtes un frère, rien de plus. Le roi fronça le sourcil. Elle continua. Votre main, qui rencontre souvent la mienne, ne me produit pas ces tressaillements, cette émotion, que des amants, par exemple. Oh, assez, assez, je vous en conjure, dit le roi au supplice. Vous êtes impitoyable et vous me ferez mourir. Quoi donc? Enfin, vous dites clairement que vous n'éprouvez rien auprès de moi. Oh, sire, je ne dis pas cela, mon affection, Henriette. Assez, je vous le demande encore. Si vous me croyez de marbre comme vous, détrompez-vous. Je ne vous comprends pas. C'est bien, soupira le roi en baissant les yeux. Ainsi, nos rencontres, nos serrements de main, nos regards échangés. Pardon, pardon. Oui, vous avez raison, et je sais ce que vous voulez dire. Il cacha sa tête dans ses mains. Prenez garde, sire, dit vivement madame. Voici que monsieur de Saint-Aignan vous regarde. C'est vrai, s'écria Louis en fureur. Jamais l'ombre de la liberté, jamais de sincérité dans les relations. On croit trouver un ami, l'on n'a qu'un espion. Une amie, l'on n'a qu'une sœur. Madame se tut. Elle baissa les yeux. Monsieur est jaloux, murmura-t-elle avec un accent dont rien ne saurait rendre la douceur et le charme. Oh, s'écria soudain le roi, vous avez raison. Vous voyez bien, fit-elle en le regardant de manière à lui brûler le cœur. Vous êtes libre. On ne vous soupçonne pas, on n'empoisonne pas toute la joie de votre maison. Hélas, vous ne savez encore rien. C'est que la reine est jalouse. Marie-Thérèse? Jusqu'à la folie. Cette jalousie de monsieur est née de la sienne. Elle pleurait, elle se plaignait à ma mère, elle nous reprochait ses parties de bain si douces pour moi. Pour moi, fit le regard de madame. Tout à coup, monsieur, aux écoutes, surprit le mot « banos » que prononçait la reine avec amertume. Cela l'éclaira. Il entra effaré, se mêla aux entretiens et querella ma mère si âprement qu'elle dut fuir sa présence. En sorte que vous avez affaire à un mari jaloux et que je vais voir se dresser devant moi perpétuellement, inexorablement, le spectre de la jalousie aux yeux gonflés, aux joues amaigries, à la bouche sinistre. « Pauvre roi !» murmura madame en laissant sa main effleurer celle de Louis. Il retint cette main et, pour la serrer sans donner d'ombrage aux spectateurs qui ne cherchaient pas si bien les papillons qu'ils ne cherchassent aussi les nouvelles et à comprendre quelques mystères dans l'entretien du roi et de madame, Louis rapprocha de sa belle-sœur le papillon expirant. Tous deux se penchèrent, comme pour compter les milieux de ses ailes ou les grains de leur poussière d'or. Seulement, ni l'un ni l'autre ne parla. Leurs cheveux se touchaient, leur haleine se mêlait, leurs mains brûlaient l'une dans l'autre. 5 minutes s'écoulèrent ainsi. Chapitre 112. Ce que l'on prend en chassant aux papillons. Les deux jeunes gens restèrent un instant la tête inclinée sous cette double pensée d'amour naissant qui fait naître tant de fleurs dans les imaginations de 20 ans. Madame Henriette regardait Louis de côté. C'était une de ces natures bien organisées qui savent à la fois regarder en elles-mêmes et dans les autres. Elle voyait l'amour au fond du cœur de Louis, comme un plongeur habile voit une perle au fond de la mer. Elle comprit que Louis était dans l'hésitation, sinon dans le doute, et qu'il fallait pousser en avant ce cœur paresseux ou timide. « Ainsi,
dit-elle, interrogeant en même temps qu'elle rompait le silence. « Que voulez-vous dire » demanda Louis, après avoir attendu un instant. « Je veux dire qu'il me faudra revenir à la résolution que j'avais prise. »« À laquelle ?»« À celle que j'avais déjà soumise à votre majesté. »« Quand cela ?»« Le jour où nous nous expliquâmes à propos des jalousies de monsieur. »« Que me disiez-vous donc ce jour-là » demanda Louis, inquiet. « Vous ne vous en souvenez plus, sire ?»« Hélas, si c'est un malheur encore, je m'en souviendrai toujours assez tôt. »« Oh, ce n'est un malheur que pour moi, sire, » répondit madame Henriette, « mais c'est un malheur nécessaire. »« Mon Dieu ! Et je le subirai. »« Enfin, dites, quel est ce malheur ?»« L'absence. »« Oh, encore cette méchante résolution !»« Sire, croyez que je ne l'ai point prise sans lutter violemment contre moi-même. Sire, il me faut, croyez-moi, retourner en Angleterre. »« Oh, jamais, jamais, je ne permettrai que vous quittiez la France !» s'écria le roi. « Et cependant, dit madame en affectant une douce et triste fermeté, cependant, sire, rien n'est plus urgent. Et il y a plus. Je suis persuadée que telle est la volonté de votre mère. »« La volonté » s'écria le roi. « Oh, oh, chère sœur, vous avez dit là un singulier mot devant moi. »« Mais, répondit en souriant madame Henriette, n'êtes-vous pas heureux de subir les volontés d'une bonne mère ? » « Ah si, je vous en conjure, vous me déchirez le cœur. »« Moi ? » ?»« Sans doute, vous parlez de ce départ avec une tranquillité. »« Je ne suis pas née pour être heureuse, sire, » répondit mélancoliquement la princesse. « Et j'ai pris, toute jeune, l'habitude de voir mes plus chères pensées contrariées. »« Dites-vous vrai ? Et votre départ contrarierait-il une pensée qui vous soit chère ? » « Si je vous répondais oui, n'est-il pas vrai, sire, que vous prendriez déjà votre mal en patience ? » « Cruel !»« Prenez garde, sire, on se rapproche de nous. » Le roi regarda autour de lui. « Non, dit-il. Puis, revenant à madame, « Voyons, Henriette, au lieu de chercher à combattre la jalousie de monsieur par un départ qui me tuerait, » Henriette haussa légèrement les épaules, en femme qui doute. « Oui, qui me tuerait, » répondit Louis. « Voyons, au lieu de vous arrêter à ce départ, est-ce que votre imagination, ou plutôt, est-ce que votre cœur ne vous suggérerait rien ? » « Et que voulez-vous que mon cœur me suggère, mon Dieu ? » « Mais enfin, dites, comment prouve-t-on à quelqu'un qu'il a tort d'être jaloux ? » « D'abord, sire, en ne lui donnant aucun motif de jalousie, c'est-à-dire en n'aimant que lui. »« Oh, j'attendais mieux. »« Qu'attendiez-vous ? » ?»« Que vous répondiez tout simplement qu'on tranquillise les jaloux en dissimulant l'affection que l'on porte à l'objet de leur jalousie. »« Dissimuler est difficile, sire. » « C'est pourtant par les difficultés vaincues qu'on arrive à tout bonheur. Quant à moi, je vous jure que je démentirai mes jaloux s'il le faut, en affectant de vous traiter comme toutes les autres femmes. »« Mauvais moyen, faible moyen, » dit la jeune femme en secouant sa charmante tête. « Vous trouvez tout mauvais, chère Henriette, » dit Louis mécontent. « Vous détruisez tout ce que je propose. Mettez donc au moins quelque chose à la place. Voyons, cherchez. Je me fie beaucoup aux inventions des femmes. Inventez à votre tour. »« Eh bien, je trouve ceci. Écoutez-vous, sire ? » ?»« Vous me le demandez ? Vous parlez de ma vie ou de ma mort, et vous me demandez si j'écoute. »« Eh bien, j'en juge par moi-même. S'il s'agissait de me donner le change sur les intentions de mon mari à l'égard d'une autre femme, une chose me rassurerait par-dessus tout. »« Laquelle ? » ?»« Ce serait de voir, d'abord, qu'il ne s'occupe pas de cette femme. »« Eh bien, voilà précisément ce que je vous disais tout à l'heure. »« Soit, mais je voudrais, pour être pleinement rassurée, le voir encore s'occuper d'une autre. »« Ah, je vous comprends, » répondit Louis en souriant. « Mais dites-moi, chère Henriette. »« Quoi ? » ?»« Si le moyen est ingénieux, il n'est guère charitable. »« Pourquoi ? » ?»« En guérissant l'appréhension de la blessure dans l'esprit du jaloux, vous lui en faites une au cœur. Il n'a plus la peur, c'est vrai, mais il a le mal, ce qui me semble bien pis. »« D'accord, mais au moins il ne surprend pas, il ne soupçonne pas l'ennemi réel,
Il ne nuit pas à l'amour. Il concentre toutes ses forces du côté où ses forces ne feront tort à rien ni à personne. En un mot, sire, mon système, que je m'étonne de vous voir combattre, je l'avoue, fait du mal aux jaloux, c'est vrai, mais fait du bien aux amants. Or, je vous le demande, sire, excepté vous peut-être, qui a jamais songé à plaindre les jaloux? Ne sont-ce pas des bêtes mélancoliques, toujours aussi malheureuses sans sujet qu'avec sujet? Ôtez le sujet, vous ne détruirez pas leur affliction. Cette maladie gît dans l'imagination, et, comme toutes les maladies imaginaires, elle est incurable. Tenez, il me souvient à ce propos, très cher sire, d'un aphorisme de mon pauvre médecin Dowley, savant et spirituel docteur, que, sans mon frère, qui ne peut se passer de lui, j'aurai maintenant près de moi. Lorsque vous souffrirez de 2 affections, me disait-il, choisissez celle qui vous gêne le moins. Je vous laisserai celle-là. Car, par Dieu, disait-il, celle-là m'est souverainement utile pour que j'arrive à vous extirper l'autre. Bien dit, bien jugé, chère Henriette, répondit le roi en souriant. Oh, nous avons d'habiles gens à Londres, sire. Et ces habiles gens font d'adorables élèves. Ce Darley, comment l'appelez-vous? Dowley. Eh bien, je lui ferai pension dès demain pour son aphorisme. Vous, Henriette, commencez, je vous prie, par choisir le moindre de vos mots. Vous ne répondez pas? Vous souriez? Je devine. Le moindre de vos mots, n'est-ce pas? C'est votre séjour en France. Je vous laisserai ce mal-là, et, pour débuter dans la cure de l'autre, je veux chercher dès aujourd'hui un sujet de divagation pour les jaloux de tout sexe qui nous persécutent. Chut! Cette fois-ci, on vient bien réellement, dit madame. Et elle se baissa pour cueillir une pervenche dans le gazon touffu. On venait, en effet, car soudain se précipitèrent, par le sommet du monticule, une foule de jeunes femmes que suivaient les cavaliers. La cause de toute cette irruption était un magnifique sphinx des vignes, aux ailes supérieures semblables au plumage du chat huant, aux ailes inférieures pareilles à des feuilles de rose. Cette proie opime était tombée dans les filets de mademoiselle de Tonnay-Charente, qui la montrait avec fierté à ses rivales, moins bonnes chercheuses qu'elle. La reine de la chasse s'assit à 20 pas à peu près du banc où se tenaient Louis et madame Henriette, s'adossa à un magnifique chêne enlacé de lierre et piqua le papillon sur le jonc de sa longue canne. Mademoiselle de Tonnay-Charente était fort belle. Aussi les hommes désertèrent-ils les autres femmes pour venir, sous prétexte de lui faire compliment sur son adresse, se presser en cercle autour d'elle. Le roi et la princesse regardaient sournoisement cette scène comme les spectateurs d'un autre âge regardent les jeux des petits enfants. « On s'amuse, là-bas, » dit le roi. « Beaucoup, sire. J'ai toujours remarqué qu'on s'amusait là où étaient la jeunesse et la beauté. »« Que dites-vous de mademoiselle de Tonnay-Charente, Henriette ?» demanda le roi. « Je dis qu'elle est un peu blonde, » répondit madame, tombant du premier coup sur le seul défaut que l'on put reprocher à la beauté presque parfaite de la future madame de Montespan. « Un peu blonde, soit, mais belle, ce me semble, malgré cela. »« Est-ce votre avis, sire ? » ?»« Mais oui. »« Eh bien, alors, c'est le mien aussi. »« Et recherché, vous voyez. »« Oh, pour cela, oui. Les amants voltigent. Si nous faisions la chasse aux amants, au lieu de faire la chasse aux papillons, voyez donc la belle capture que nous ferions autour d'elle. Voyons, Henriette, que dirait-on si le roi se mêlait à tous ses amants et laissait tomber son regard de ce côté? Serait-on encore jaloux là-bas? Oh, sire, mademoiselle de Tonnay-Charente est un remède bien efficace, dit madame avec un soupir. Elle guérirait le jaloux, c'est vrai, mais elle pourrait bien faire une jalouse. Henriette, Henriette, s'écria Louis, vous m'emplissez le cœur de joie. Oui, vous avez raison. Mademoiselle de Tonnay-Charente est trop belle pour servir de manteau. Manteau de roi, dit en souriant madame Henriette. Manteau de roi doit être beau. Me le conseillez-vous? Demanda Louis. Oh, moi, que vous dirais-je, sire, sinon que donner un pareil conseil serait donner des armes contre moi. Ce serait folie ou orgueil que vous conseillez de prendre pour héroïne d'un faux amour
une femme plus belle que celle pour laquelle vous prétendez éprouver un amour vrai. » Le roi chercha la main de madame avec la main, les yeux avec les yeux, puis il balbutia quelques mots si tendres, mais en même temps prononcés si bas, que l'historien, qui doit tout entendre, ne les entendit point. Puis, tout haut, « Eh bien, dit-il, choisissez-moi vous-même celle qui devra guérir nos jaloux. À celle-là, tous mes soins, toutes mes attentions, tout le temps que je vole aux affaires. À celle-là, Henriette, la fleur que je cueillerai pour vous, les pensées de tendresse que vous ferez naître en moi. À celle-là, le regard que je n'oserais vous adresser et qui devrait aller vous éveiller dans votre insouciance. Mais choisissez-la bien, de peur qu'en voulant songer à elle, de peur qu'en lui offrant la rose détachée par mes doigts, je ne me trouve vaincu par vous-même, et que l'œil, la main, les lèvres ne retournent sur le champ à vous, dû l'univers tout entier deviner mon secret. » Pendant que ces paroles s'échappaient de la bouche du roi, comme un flot d'amour, madame rougissait, palpitait, heureuse, fière, énivrée. Elle ne trouva rien à répondre, son orgueil et sa soif des hommages étaient satisfaits. « J'échouerai, dit-elle en relevant ses beaux yeux, mais non pas comme vous m'en priez, car tout cet encens que vous voulez brûler sur l'autel d'une autre déesse. Ah, sire, j'en suis jalouse aussi, et je veux qu'il me revienne, et je ne veux pas qu'il s'en égare un atome en chemin. Donc, sire, je choisirai, avec votre royale permission, ce qui me paraîtra le moins capable de vous distraire et qui laissera mon image bien intacte dans votre âme. » « Heureusement, dit le roi, que votre cœur n'est point mal composé. Sans cela, je frémirais de la menace que vous me faites. Nous avons pris sur ce point nos précautions, et autour de vous, comme autour de moi, il serait difficile de rencontrer un fâcheux visage. » Pendant que le roi parlait ainsi, madame s'était levée, avait parcouru des yeux toute la pelouse, et, après un examen détaillé et silencieux, appelant à elle le roi, « Tenez, sire, dit-elle, voyez-vous sur le penchant de la colline, près de ce massif de boules de neige, cette belle arriérée qui va seule, tête baissée, bras pendants, cherchant dans les fleurs qu'elle foule aux pieds, comme tous ceux qui ont perdu leur pensée ? » « Mademoiselle de la Vallière, fit le roi. »« Oui. »« Oh. Ne vous convient-elle pas, sire ? » ?»« Mais voyez donc la pauvre enfant, elle est maigre, presque décharnée. »« Bon. Suis-je grasse, moi ? » ?»« Mais elle est triste à mourir. »« Cela fera contraste avec moi, que l'on accuse d'être trop gai. »« Mais elle boite. »« Vous croyez ? » ?»« Sans doute. Voyez donc, elle a laissé passer tout le monde de peur que sa disgrâce ne soit remarquée. »« Eh bien, elle courra moins vite que Daphné et ne pourra pas fuir Apollon. »« Henriette, Henriette, fit le roi tout maussade, vous avez été justement me chercher la plus défectueuse de vos filles d'honneur. »« Oui, mais c'est une de mes filles d'honneur, notez cela. »« Sans doute. Que voulez-vous dire ? » ?»« Je veux dire que, pour visiter cette divinité nouvelle, vous ne pourrez vous dispenser de venir chez moi, et que, la décence interdisant à votre flamme d'entretenir particulièrement la déesse, vous serez contraint de la voir à mon cercle, de me parler en lui parlant. Je veux dire, enfin, que les jaloux auront tort s'ils croient que vous venez chez moi pour moi, puisque vous y viendrez pour mademoiselle de la Vallière. » Qui boite. À peine. Qui n'ouvre jamais la bouche, mais qui, quand elle l'ouvre, montre des dents charmantes. Qui peut servir de modèle aux ostéologistes. Votre faveur l'engraissera. Henriette. Enfin, vous m'avez laissé maîtresse. Hélas, oui. Eh bien, c'est mon choix, je vous l'impose, subissez-le. Oh, je subirais une des furies si vous me l'imposiez. La Vallière est douce comme un agneau, ne craignez pas qu'elle vous contredise jamais quand vous lui direz que vous l'aimez. Et madame se mit à rire. Oh, vous n'avez pas peur que je lui en dise trop, n'est-ce pas ? C'était dans mon droit. Soit. C'est donc un traité fait. Signé. Vous me conserverez une amitié de frère, une assiduité de frère, une galanterie de roi, n'est-ce pas ? Je vous conserverai un cœur qui n'a déjà plus l'habitude de battre qu'à votre commandement. Eh bien, voyez-vous l'avenir assuré de cette façon ? Je l'espère.
Votre mère cessera-t-elle de me regarder en ennemi? Oui. Marie-Thérèse cessera-t-elle de parler en espagnol devant monsieur, qui a horreur des colloques faits en langue étrangère, parce qu'il croit toujours qu'on l'y maltraite? Hélas, a-t-il tort? Murmura le roi tendrement. Et pour terminer, fit la princesse, accusera-t-on encore le roi de songer à des affections illégitimes, quand il est vrai que nous n'éprouvons rien l'un pour l'autre, si ce n'est des sympathies pures de toute arrière-pensée? Oui, oui, balbutia le roi, mais on dira encore autre chose. Et que dira-t-on, sire? En vérité, nous ne serons donc jamais en repos? On dira, continua le roi, que j'ai bien mauvais goût. Mais qu'est-ce que mon amour-propre auprès de votre tranquillité? De mon honneur, sire, et de celui de notre famille, voulez-vous dire. D'ailleurs, croyez-moi, ne vous hâtez point ainsi de vous piquer contre la Vallière. Elle boite, c'est vrai, mais elle ne manque pas d'un certain bon sens. Tout ce que le roi touche, d'ailleurs, se convertit en or. Enfin, madame, soyez certaine d'une chose, c'est que je vous suis encore reconnaissant. Vous pouviez me faire payer plus cher encore votre séjour en France. Sire, on vient à nous. Eh bien, un dernier mot. Lequel? Vous êtes prudent et sage, sire, mais c'est ici qu'il faudra appeler à votre secours toute votre prudence, toute votre sagesse. Oh, s'écria Louis en riant, je commence dès ce soir à jouer mon rôle, et vous verrez si j'ai de la vocation pour représenter les bergers. Nous avons grande promenade dans la forêt après le goûter, puis nous avons soupé et ballet à 10 heures. Je le sais bien. Or, ma flamme va ce soir même éclater plus haut que les feux d'artifice, briller plus clairement que les lampions de notre ami Colbert. Cela resplendira de telle sorte que les reines et monsieur auront les yeux brûlés. Prenez garde, sire, prenez garde. Oh, mon Dieu, qu'ai-je donc fait? Voilà que je vais rentrer mes compliments de tout à l'heure. Vous, prudent, vous, sage, ai-je dit. Mais vous débutez par d'abominables folies. Est-ce qu'une passion s'allume ainsi, comme une torche, en une seconde? Est-ce que, sans préparation aucune, un roi fait comme vous tombe aux pieds d'une fille comme la Vallière? Oh, Henriette, 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 je vous y prends. Nous n'avons pas encore commencé la campagne et vous me pillez. Non, mais je vous rappelle aux idées saines. Allumez progressivement votre flamme, au lieu de la faire éclater ainsi tout à coup. Jupiter tonne et fait briller l'éclair avant d'incendier les palais. Toute chose a son prélude. Si vous vous échauffez ainsi, nul ne vous croira épris, et tout le monde vous croira fou, à moins, toutefois, qu'on ne vous devine. Les gens sont moins sots parfois qu'ils n'en ont l'air. Le roi fut obligé de convenir que madame était un ange de savoir et un diable d'esprit. Eh bien, soit, dit-il, je ruminerai mon plan d'attaque. Les généraux, mon cousin de Condé, par exemple, pâlissent sur leurs cartes stratégiques avant de faire mouvoir un seul de ces pions qu'on appelle des corps d'armée. Moi, je veux dresser tout un plan d'attaque. Vous savez que le tendre est subdivisé en toutes sortes de circonscriptions? Eh bien, je m'arrêterai au village de Petit-Soin, au hameau de Billet-Doux, avant de prendre la route de Visible-Amour. Le chemin est tout tracé, vous le savez, et cette pauvre mademoiselle de Scudéry ne me pardonnerait point de brûler ainsi les étapes. Nous voilà revenus en bon chemin, sire. Maintenant, vous plaît-il que nous nous séparions? Hélas, il le faut bien, car, tenez, on nous sépare. Ah, dit madame Henriette, en effet, voilà qu'on nous apporte le sphinx de mademoiselle de Tonnay-Charente, avec les sons de trompe en usage chez les grands veneurs. C'est donc bien entendu. Ce soir, pendant la promenade, je me glisserai dans la forêt, et trouvant la Vallière sans vous, je l'éloignerai, cela me regarde. Très bien, je l'aborderai au milieu de ses compagnes, et lancerai le premier trait. Soyez adroit, dit madame en riant, ne manquez pas le cœur. Et la princesse prit congé du roi pour aller au-devant de la troupe joyeuse qui accourait avec force cérémonie et fanfare de chasse entonnée par toutes les bouches. Chapitre 113. Le ballet des saisons. Après la collation, qui eut lieu vers 5 heures, le roi entra dans son cabinet où l'attendaient les tailleurs. Il s'agissait d'essayer enfin ce fameux habit du printemps
qui avait coûté tant d'imagination, tant d'efforts de pensée aux dessinateurs et aux ornementistes de la cour. Quant au ballet lui-même, tout le monde savait son pas et pouvait figurer. Le roi avait résolu d'en faire l'objet d'une surprise. Aussi, à peine eut-il terminé sa conférence, et fut-il rentré chez lui, qu'il manda ses 2 maîtres de cérémonie, Villeroy et Saint-Aignan. Tous 2 lui répondirent qu'on n'attendait que son ordre et qu'on était prêt à commencer. Mais cet ordre, pour qu'il le donnât, il fallait du beau temps et une nuit propice. Le roi ouvrit sa fenêtre. La poudre d'or du soir tombait à l'horizon par les déchirures du bois. Blanche comme une neige, la lune se dessinait déjà au ciel. Pas un pli sur la surface des eaux vertes. Les cygnes eux-mêmes, reposant sur leurs ailes fermées, comme des navires à l'ancre, semblaient se pénétrer de la chaleur de l'air, de la fraîcheur de l'eau et du silence d'une admirable soirée. Le roi, ayant vu toutes ces choses, contemplé ce magnifique tableau, donna l'ordre que demandaient messieurs de Villeroy et de Saint-Aignan. Pour que cet ordre fût exécuté royalement, une dernière question était nécessaire. Louis XIV la posa à ces 2 gentilshommes. La question avait 4 mots. « Avez-vous de l'argent ?»« Sire, répondit Saint-Aignan, nous nous sommes entendus avec M. Colbert. »« Ah, fort bien. »« Oui, sire, et M. Colbert a dit qu'il serait auprès de votre majesté aussitôt que votre majesté manifesterait l'intention de donner suite aux fêtes dont elle a donné le programme. »« Qu'il vienne, alors. » Comme si Colbert eût écouté aux portes pour se maintenir au courant de la conversation, il entra dès que le roi eut prononcé son nom devant les 2 courtisans. « Ah, fort bien, monsieur Colbert, dit sa majesté. À vos postes donc, messieurs. » Saint-Aignan et Villeroy prirent congé. Le roi s'assit dans un fauteuil près de la fenêtre. « Je danse ce soir mon ballet, monsieur Colbert, dit-il. »« Alors, sire, c'est demain que je paye les notes. »« Comment cela ? » ?»« J'ai promis aux fournisseurs de solder leurs comptes le lendemain du jour où le ballet aurait eu lieu. »« Soit, monsieur Colbert, vous avez promis, payez. »« Très bien, sire, mais pour payer, comme disait monsieur de Lesdiguières, il faut de l'argent. »« Quoi ? Les 4 millions promis par monsieur Fouquet n'ont-ils donc pas été remis ? J'avais oublié de vous en demander compte. »« Sire, ils étaient chez votre majesté à l'heure dite. »« Eh bien, sire, les verres de couleur, les feux d'artifice, les violons et les cuisiniers ont mangé 4 millions en 8 jours. »« Entièrement ? » ?»« Jusqu'au dernier sou. Chaque fois que votre majesté a ordonné d'illuminer les bords du grand canal, cela a brûlé autant d'huile qu'il y a d'eau dans les bassins. »« Bien, monsieur Colbert. Enfin, vous n'avez plus d'argent. »« Oh, je n'en ai plus, mais monsieur Fouquet en a. » Et le visage de Colbert s'éclaira d'une joie sinistre. « Que voulez-vous dire ? » demanda Louis. « Sire, nous avons déjà fait donner 6 millions à monsieur Fouquet. Il les a donnés de trop bonne grâce pour n'en pas donner encore d'autres si besoin était. Besoin est aujourd'hui. Donc, il faut qu'il s'exécute. » Le roi fronça le sourcil. « Monsieur Colbert, dit-il en accentuant le nom du financier, ce n'est point ainsi que je l'entends. Je ne veux pas employer contre un de mes serviteurs des moyens de pression qui le gênent et qui entravent son service. Monsieur Fouquet a donné 6 millions en 8 jours. C'est une somme. » Colbert pâlit. « Cependant, fit-il, votre majesté ne parlait pas ce langage il y a quelque temps, lorsque les nouvelles de Belle-Île arrivèrent, par exemple. »« Vous avez raison, monsieur Colbert. »« Rien n'est changé depuis, cependant, bien au contraire. »« Dans ma pensée, monsieur, tout est changé. »« Comment, sire ? Votre majesté ne croit plus aux tentatives ? » ?»« Mes affaires me regardent, monsieur le sous-intendant, et je vous ai déjà dit que je les faisais moi-même. »« Alors, je vois que j'ai eu le malheur, dit Colbert en tremblant de rage et de peur, de tomber dans la disgrâce de votre majesté. »« Nullement. Vous m'êtes au contraire fort agréable. »« Eh, sire, dit le ministre avec cette brusquerie affectée et habile quand il s'agissait de flatter l'amour-propre de Louis, à quoi bon être agréable à votre majesté si on ne lui est plus utile ?
Je réserve vos services pour une occasion meilleure, et, croyez-moi, ils n'en vaudront que mieux. Ainsi, le plan de votre majesté en cette affaire. Vous avez besoin d'argent, monsieur Colbert ? De 700 000 livres, sire. Vous les prendrez dans mon trésor particulier. Colbert s'inclina. Et, ajouta Louis, comme il me paraît difficile que, malgré votre économie, vous satisfassiez avec une somme aussi exiguë aux dépenses que je veux faire, je vais vous signer une cédule de 3 millions. Le roi prit une plume et signa aussitôt, puis, remettant le papier à Colbert, « Soyez tranquille, dit-il, le plan que j'ai adopté est un plan de roi, monsieur Colbert. » Et sur ces mots, prononcés avec toute la majesté que le jeune prince savait prendre dans ces circonstances, il congédia Colbert pour donner audience au tailleur. L'ordre donné par le roi était connu dans tout Fontainebleau. On savait déjà que le roi essayait son habit et que le ballet serait dansé le soir. Cette nouvelle courut avec la rapidité de l'éclair, et sur son passage, elle alluma toutes les coquetteries, tous les désirs, toutes les folles ambitions. À l'instant même, et comme par enchantement, tout ce qui savait tenir une aiguille, tout ce qui savait distinguer un pourpoint d'avec un haut de chausse, comme dit Molière, fut convoqué pour servir d'auxiliaire aux élégants et aux dames. Le roi eut achevé sa toilette à 9 heures. Il parut dans son carrosse découvert et orné de feuillages et de fleurs. Les reines avaient pris place sur une magnifique estrade disposée sur les bords de l'étang, dans un théâtre d'une merveilleuse élégance. En 5 heures, les ouvriers charpentiers avaient assemblé toutes les pièces de rapport de ce théâtre. Les tapissiers avaient tendu leurs tapisseries, dressé leurs sièges, et, comme au signal d'une baguette d'enchanteur, 1000 bras, s'aidant les uns les autres au lieu de se gêner, avaient construit l'édifice dans ce lieu au son des musiques, pendant que déjà les artificiers illuminaient le théâtre et les bords de l'étang par un nombre incalculable de bougies. Comme le ciel s'étoilait et n'avait pas un nuage, comme on n'entendait pas un souffle d'air dans les grands bois, comme si la nature elle-même s'était accommodée à la fantaisie du prince, on avait laissé ouvert le fond de ce théâtre, en sorte que, derrière les premiers plans du décor, on apercevait pour fond ce beau ciel ruisselant d'étoiles, cette nappe d'eau embrasée de feu qui s'y réfléchissait, et les silhouettes bleuâtres des grandes masses de bois aux cimes arrondies. Quand le roi parut, toute la salle était pleine, et présentait un groupe étincelant de pierreries et d'or, dans lequel le premier regard ne pouvait distinguer aucune physionomie. Peu à peu, quand la vue s'accoutumait à tant d'éclat, les plus rares beautés apparaissaient, comme dans le ciel du soir les étoiles, une à une, pour celui qui a fermé les yeux et qui les rouvre. Le théâtre représentait un bocage. Quelques faunes levant leurs pieds fourchus sautillaient çà et là. Une dryade apparaissant les excitait à la poursuite. D'autres se joignaient à elle pour la défendre, et l'on se querellait en dansant. Soudain devait paraître, pour ramener l'ordre et la paix, le printemps et toute sa cour. Les éléments, les puissances subalternes et la mythologie avec leurs attributs se précipitaient sur les traces de leur gracieux souverain. Les saisons, alliées du printemps, venaient à ses côtés former un quadrille qui, sur des paroles plus ou moins flatteuses, entamait la danse. La musique, hautbois, flûtes et viols, peignait les plaisirs champêtres. Déjà le roi entrait au milieu d'un tonnerre d'applaudissements. Il était vêtu d'une tunique de fleurs qui dégageait, au lieu de l'alourdir, sa taille svelte et bien prise. Sa jambe, une des plus élégantes de la cour, paraissait avec avantage dans un bas de soie couleur chair, soie si fine et si transparente que l'on eût dit la chair elle-même. Les plus charmants souliers de satin lilas clair, à bouffettes de fleurs et de feuilles, emprisonnaient son petit pied. Le buste était en harmonie avec cette base. De beaux cheveux ondoyants, un air de fraîcheur rehaussé par l'éclat de beaux yeux bleus qui brûlaient doucement les cœurs, une bouche aux lèvres appétissantes qui daignaient s'ouvrir pour sourire. Tel était le prince de l'année, qu'on eut, et à juste titre ce soir-là, nommé le roi de tous les amours. Il y avait dans sa démarche quelque chose de la légère majesté d'un dieu. Il ne dansait pas, il planait. Cette entrée fit donc l'effet le plus brillant. Soudain,
comme nous l'avons dit, on aperçut le comte de Saint-Aignan qui cherchait à s'approcher du roi ou de madame. La princesse, vêtue d'une robe longue, diaphane et légère comme les plus fines résilles que tissent les savantes malinoises, le genou parfois dessiné sous les plis de la tunique, son petit pied chaussé de soie, s'avançait radieuse avec son cortège de bacchantes et touchait déjà la place qui lui était assignée pour danser. Les applaudissements durèrent si longtemps que le comte eut tout le loisir de joindre le roi arrêté sur une pointe. « Qu'y a-t-il, Saint-Aignan » fit le printemps. « Mon Dieu, sire, » répliqua le courtisan tout pâle, « il y a que votre majesté n'a pas songé au pas des fruits. »« Si fait, il est supprimé. »« Non, pas, sire, votre majesté n'en a point donné l'ordre, et la musique l'a conservé. »« Voilà qui est fâcheux, » murmura le roi. « Ce pas n'est point exécutable, puisque M. de Guiche est absent. Il faudra le supprimer. »« Oh, sire, un quart d'heure de musique, sans danse, ce sera froid à tuer le ballet. »« Mais, comte, alors ?»« Oh, sire, le grand malheur n'est pas là. » Car, après tout, l'orchestre couperait encore tant bien que mal, s'il était nécessaire. Mais quoi ? C'est que M. de Guiche est ici. « Ici ?» répliqua le roi en fronçant le sourcil. « Ici. Vous êtes sûr ? » « Tout habillé pour le ballet, sire. » Le roi sentit le rouge lui monter au visage. « Vous vous serez trompé, dit-il. »« Si peu, sire, que votre majesté peut regarder à sa droite. Le comte attend. » Louis se tourna vivement de ce côté. Et, en effet, à sa droite, éclatant de beauté sous son habit de vertume, de Guiche attendait que le roi le regardât pour lui adresser la parole. Dire la stupéfaction du roi, celle de monsieur qui s'agita dans sa loge, dire les chuchotements, l'oscillation des têtes dans la salle, dire l'étrange saisissement de madame à la vue de son partner, c'est une tâche que nous laissons à de plus habiles. Le roi était resté bouche béante et regardait le comte. Celui-ci s'approcha, respectueux, courbé. « Sire, dit-il, le plus humble serviteur de votre majesté vient lui faire service en ce jour, comme il a fait au jour de bataille. » Le roi, en manquant ce pas des fruits, perdait la plus belle scène de son ballet. Je n'ai pas voulu qu'un semblable dommage résultât par moi pour la beauté, l'adresse et la bonne grâce du roi. J'ai quitté mes fermiers afin de venir en aide à mon prince. Chacun de ces mots tombait, mesuré, harmonieux, éloquent, dans l'oreille de Louis XIV. La flatterie lui plut autant que le courage l'étonna. Il se contenta de répondre. « Je ne vous avais pas dit de revenir, comte. »« Assurément, sire, mais votre majesté ne m'avait pas dit de rester. » Le roi sentait le temps courir. La scène, en se prolongeant, pouvait tout brouiller. Une seule ombre à ce tableau le gâtait sans ressource. Le roi, d'ailleurs, avait le cœur tout plein de bonnes idées. Il venait de puiser dans les yeux si éloquents de madame une inspiration nouvelle. Ce regard d'Henriette lui avait dit « Puisqu'on est jaloux de vous, divisez les soupçons. Qui se défie de deux rivaux ne se défie d'aucun. » Madame, avec cette habile diversion, l'emporta. Le roi sourit à De Guiche. De Guiche ne comprit pas un mot au langage muet de madame. Seulement, il vit bien qu'elle affectait de ne le point regarder. Sa grâce obtenue, il l'attribua au cœur de la princesse. Le roi en sut gré à tout le monde. Monsieur seul ne comprit pas. Le ballet commença. Il fut splendide. Quand les violons enlevèrent par leurs élans ces illustres danseurs, quand la pantomime naïve de cette époque, bien plus naïve encore par le jeu, fort médiocre, des augustes histrions, fut parvenue à son point culminant de triomphe, la salle faillit crouler sous les applaudissements. De Guiche brilla comme un soleil, mais comme un soleil courtisan qui se résigne au deuxième rôle. Dédaigneux de ce succès, dont madame ne lui témoignait aucune reconnaissance, il ne songea plus qu'à reconquérir bravement la préférence ostensible de la princesse. Elle ne lui donna pas un seul regard. Peu à peu, toute sa joie, tout son brillant s'éteignirent dans la douleur et l'inquiétude, en sorte que ses jambes devinrent molles, ses bras lourds, sa tête hébétée.
Le roi, dès ce moment, fut réellement le premier danseur du quadrille. Il jeta un regard de côté sur son rival vaincu. De Guiche n'était même plus courtisan, il dansait mal, sans adulation. Bientôt, il ne dansa plus du tout. Le roi et madame triomphèrent. Chapitre 114. Les nymphes du parc de Fontainebleau. Le roi demeura un instant à jouir de son triomphe, qui, nous l'avons dit, était aussi complet que possible. Puis il se retourna vers madame pour l'admirer aussi un peu à son tour. Les jeunes gens aiment peut-être avec plus de vivacité, plus d'ardeur, plus de passion que les gens d'un âge mûr. Mais ils ont en même temps tous les autres sentiments développés dans la proportion de leur jeunesse et de leur vigueur, en sorte que l'amour-propre, étant presque toujours, chez eux, l'équivalent de l'amour, ce dernier sentiment, combattu par les lois de la pondération, n'atteint jamais le degré de perfection qu'il acquiert chez les hommes et les femmes de 30 à 35 ans. Louis pensait donc à madame, mais seulement après avoir bien pensé à lui-même, et madame pensait beaucoup à elle-même, peut-être sans penser le moins du monde au roi. Mais la victime, au milieu de tous ces amours et amours-propres royaux, c'était De Guiche. Aussi tout le monde put-il remarquer à la fois l'agitation et la prostration du pauvre gentilhomme, et cette prostration, surtout, était d'autant plus remarquable que l'on n'avait pas l'habitude de voir ses bras tomber, sa tête s'alourdir, ses yeux perdre leur flamme. On n'était pas d'ordinaire inquiet sur son compte quand il s'agissait d'une question d'élégance et de goût. Aussi, la défaite de Guiche fut-elle attribuée, par le plus grand nombre, à son habileté de courtisan. Mais d'autres aussi, les yeux clairvoyants sont à la cour, mais d'autres aussi remarquèrent sa pâleur et son atonie, pâleur et atonie qu'ils ne pouvaient ni feindre ni cacher, et ils en conclurent, avec raison, que De Guiche ne jouait pas une comédie d'adulation. Ses souffrances, ses succès, ses commentaires furent enveloppés, confondus, perdus dans le bruit des applaudissements. Mais, quand les reines eurent témoigné leur satisfaction, les spectateurs leur enthousiasme, quand le roi se fut rendu à sa loge pour changer de costume, tandis que monsieur, habillé en femme, selon son habitude, dansait à son tour, De Guiche, rendu à lui-même, s'approcha de madame, qui, assise au fond du théâtre, attendait la deuxième entrée, et s'était fait une solitude au milieu de la foule, comme pour méditer à l'avance ses effets chorégraphiques. On comprend que, absorbée par cette grave méditation, elle ne vit point ou fit semblant de ne pas voir ce qui se passait autour d'elle. De Guiche, la trouvant donc seule auprès d'un buisson de toile peinte, s'approcha de madame. Deux de ces demoiselles d'honneur, vêtues en hamadryade, voyant De Guiche s'approcher, se reculèrent par respect. De Guiche s'avança donc au milieu du cercle et salua son Altesse royale. Mais son Altesse royale, qu'elle eût remarqué ou non le salut, ne tourna même point la tête. Un frisson passa dans les veines du malheureux. Il ne s'attendait point à une aussi complète indifférence. Lui qui n'avait rien vu, lui qui n'avait rien appris, lui qui, par conséquent, ne pouvait rien deviner. Donc, voyant que son salut n'obtenait aucune réponse, il fit un pas de plus, et, d'une voix qu'il s'efforçait, mais inutilement, de rendre calme, « J'ai l'honneur, dit-il, de présenter mes bien humbles respects à madame. » Cette fois, son Altesse royale daigna tourner ses yeux languissants vers le comte. « Ah, monsieur de Guiche, dit-elle, c'est vous. Bonjour. » Et elle se retourna. La patience faillit manquer au comte. « Votre Altesse royale a dansé à ravir tout à l'heure, dit-il. »« Vous trouvez ?» fit négligemment madame. « Oui, le personnage est tout à fait celui qui convient au caractère de son Altesse royale. » Madame se retourna tout à fait et, regardant De Guiche avec son œil clair et fixe, « Comment cela ?» dit-elle. « Sans doute. Expliquez-vous. Vous représentez une divinité, belle, dédaigneuse et légère, fit-il. Vous voulez parler de Pomone, monsieur le comte ? Je parle de la déesse que représente votre Altesse royale. » Madame demeura un instant les lèvres crispées. « Mais vous-même, monsieur, dit-elle,
N'êtes-vous pas aussi un danseur parfait ? Oh, moi, madame, je suis de ceux qu'on ne distingue point et qu'on oublie si par hasard on les a distingués. » Et sur ces paroles, accompagnées d'un de ces soupirs profonds qui font tressaillir les dernières fibres de l'être, le cœur plein d'angoisse et de palpitations, la tête en feu, l'œil vacillant, il salua, haletant, et se retira derrière le buisson de toile. Madame, pour toute réponse, haussa légèrement les épaules. Et comme ces dames d'honneur s'étaient, ainsi que nous l'avons dit, retirées par discrétion durant le colloque, elle les rappela du regard. C'étaient mesdemoiselles de Tonnay-Charente et de Montalet. Toutes deux, à ce signe de madame, s'approchèrent avec empressement. « Avez-vous entendu, mesdemoiselles ?» demanda la princesse. « Quoi, madame ? Ce que monsieur le comte de Guiche a dit. »« Non. »« En vérité, c'est une chose remarquable, » continua la princesse avec l'accent de la compassion. « Combien l'exil a fatigué l'esprit de ce pauvre monsieur de Guiche !» Et plus haut encore, de peur que le malheureux ne perdît une parole. « Il a mal dansé d'abord, » continua-t-elle. « Puis, ensuite, il n'a dit que des pauvretés. » Puis elle se leva, fredonnant l'air sur lequel elle allait danser. Guiche avait tout entendu. Le trait pénétra au plus profond de son cœur et le déchira. Alors, au risque d'interrompre tout l'ordre de la fête par son dépit, il s'enfuit, mettant en lambeaux son bel habit de vertumne et semant sur son chemin les pampres, les mûres, les feuilles d'amandier et tous les petits attributs artificiels de sa divinité. Un quart d'heure après, il était de retour sur le théâtre. Mais il était facile de comprendre qu'il n'y avait qu'un puissant effort de la raison sur la folie qui avait pu le ramener, ou peut-être, le cœur est ainsi fait, l'impossibilité même de rester plus longtemps éloigné de celle qui lui brisait le cœur. Madame achevait son pas. Elle le vit, mais ne le regarda point. Et lui, irrité, furieux, lui tourna le dos à son tour lorsqu'elle passa, escortée de ses nymphes et suivie de 100 flatteurs. Pendant ce temps, à l'autre bout du théâtre, près de l'étang, une femme était assise, les yeux fixés sur une des fenêtres du théâtre. De cette fenêtre s'échappaient des flots de lumière. Cette fenêtre, c'était celle de la loge royale. De Guiche en quittant le théâtre, De Guiche en allant chercher l'air dont il avait si grand besoin, De Guiche passa près de cette femme et la salua. Elle, de son côté, en apercevant le jeune homme, s'était levée comme une femme surprise au milieu d'idées qu'elle voudrait se cacher à elle-même. Guiche la reconnut. Il s'arrêta. « Bonsoir, mademoiselle, » dit-il vivement. « Bonsoir, monsieur le comte. »« Ah, mademoiselle de la Vallière, » continua De Guiche, « que je suis heureux de vous rencontrer. »« Et moi aussi, monsieur le comte. Je suis heureuse de ce hasard, » dit la jeune fille en faisant un mouvement pour se retirer. « Oh non, non, ne me quittez pas, » dit De Guiche en étendant la main vers elle, « car vous démentiriez ainsi les bonnes paroles que vous venez de dire. Restez, je vous en supplie. Il fait la plus belle soirée du monde. Vous fuyez le bruit, vous. Vous aimez votre société à vous seul, vous. Eh bien, oui, je comprends cela. Toutes les femmes qui ont du cœur sont ainsi. Jamais on n'en verra une s'ennuyer loin du tourbillon de tous ces plaisirs bruyants. Oh, mademoiselle, mademoiselle. Mais qu'avez-vous donc, monsieur le comte ? Demanda la Vallière avec un certain effroi. Vous semblez agité. Moi ? Non pas. Non. Alors, monsieur de Guiche, permettez-moi de vous faire ici le remerciement que je me proposais de vous faire à la première occasion. C'est à votre protection, je le sais, que je dois d'avoir été admise parmi les filles d'honneur de madame. Ah, oui, vraiment, je m'en souviens et je m'en félicite, mademoiselle. Aimez-vous quelqu'un, vous ? Moi ? Oh, pardon, je ne sais ce que je dis. Pardon 1000 fois. Madame avait raison, bien raison. Cet exil brutal a complètement bouleversé mon esprit. Mais le roi vous a bien reçu, ce me semble, monsieur le comte. Trouvez-vous ? Bien reçu. Peut-être. Oui. Sans doute bien reçu, car, enfin, vous revenez sans congé de lui. C'est vrai, et je crois que vous avez raison, mademoiselle. Mais n'avez-vous point vu par ici monsieur le vicomte de Bragelonne ?
La Vallière tressaillit à ce nom. « Pourquoi cette question ?» demanda-t-elle. « Oh, mon Dieu, vous blesserai-je encore ?» fit De Guiche. « En ce cas, je suis bien malheureux, bien à plaindre. » « Oui, bien malheureux, bien à plaindre, monsieur De Guiche, car vous paraissez horriblement souffrir. »« Oh, mademoiselle, que n'ai-je une sœur dévouée, une amie véritable !»« Vous avez des amis, monsieur De Guiche, et monsieur le vicomte de Bragelonne, dont vous parliez tout à l'heure, est, il me semble, un de ses bons amis. »« Oui, oui, en effet, c'est un de mes bons amis. Adieu, mademoiselle, adieu, recevez tous mes respects. » Et il s'enfuit comme un fou du côté de l'étang. Son ombre noire glissait grandissante parmi les ifs lumineux et les larges moires resplendissantes de l'eau. La Vallière le regarda quelque temps avec compassion. « Oh, oui, oui, dit-elle, il souffre, et je commence à comprendre pourquoi. » Elle achevait à peine lorsque ses compagnes, mesdemoiselles de Montalet et de Tonnay-Charente, accoururent. Elles avaient fini leur service, dépouillé leurs habits de nymphes et, joyeuses de cette belle nuit, du succès de la soirée, elles revenaient trouver leur compagne. « Eh, quoi, déjà ?» lui dirent-elles. « Nous croyions arriver les premières au rendez-vous. »« J'y suis depuis un quart d'heure, » répondit la Vallière. « Est-ce que la danse ne vous a point amusé ? » ?»« Non. »« Et tout le spectacle ? » ?»« Non plus. En fait, spectacle, j'aime bien mieux celui de ces bois noirs au fond desquels brille çà et là une lumière qui passe comme un œil rouge, tantôt ouvert, tantôt fermé. »« Elle est poète, cette la Vallière, » dit Tonnay-Charente. « C'est-à-dire insupportable, » fit Montalet. « Toutes les fois qu'il s'agit de rire un peu ou de s'amuser de quelque chose, la Vallière pleure. Toutes les fois qu'il s'agit de pleurer, pour nous autres femmes, chiffon perdu, amour-propre piqué, parure sans effet, la Vallière rit. »« Oh, quant à moi, je ne puis être de ce caractère, » dit mademoiselle de Tonnay-Charente. « Je suis femme, et femme comme on ne l'est pas. Qui m'aime me flatte me plaît par sa flatterie, et qui me plaît... » « Eh bien, tu n'achèves pas, » dit Montalet. « C'est trop difficile, » répliqua mademoiselle de Tonnay-Charente en riant aux éclats. « Achève pour moi, toi qui as tant d'esprit. »« Et vous, Louise, » dit Montalet, « vous plaît-on ?»« Cela ne regarde personne, » dit la jeune fille en se levant du banc de mousse où elle était restée étendue pendant tout le temps qu'avait duré le ballet. « Maintenant, mesdemoiselles, nous avons formé le projet de nous divertir cette nuit sans surveillant et sans escorte. Nous sommes 3, nous nous plaisons l'une à l'autre, il fait un temps superbe. Regardez là-bas, voyez la lune qui monte doucement au ciel et argente les cimes des marronniers et des chênes. Oh, la belle promenade! Oh, la belle liberté! La belle herbe fine des bois! La belle faveur que me fait votre amitié! Prenons-nous par le bras et gagnons les grands arbres. Ils sont tous, en ce moment, attablés et actifs là-bas, occupés à se parer pour une promenade d'apparat. On selle les chevaux, on attelle les voitures, les mules de la reine ou les 4 cavales blanches de madame. Nous, gagnons vite un endroit où nul œil ne vous devine, où nul pas ne marche dans notre pas. Vous rappelez-vous, Montalet, les bois de Cheverny et de Chambord, les peupliers sans fin de Blois? Nous avons échangé là-bas bien des espérances. Bien des confidences aussi. Oui. Moi, dit mademoiselle de Tonnay-Charente, je pense beaucoup aussi, mais prenez garde. Elle ne dit rien, fit Montalet, de sorte que ce que pense mademoiselle de Tonnay-Charente, Athénaïs seule le sait. Chut, s'écria mademoiselle de la Vallière. J'entendais pas qui viennent de ce côté. Eh, vite, vite, dans les roseaux, dit Montalet. Baissez-vous, Athénaïs, vous qui êtes si grande. Mademoiselle de Tonnay-Charente se baissa, effectivement. Presque aussitôt on vit, en effet, 2 gentilshommes s'avancer, la tête inclinée, les bras entrelacés et marchant sur le sable fin de l'allée parallèle au rivage. Et les femmes se firent petites, imperceptibles. « C'est monsieur de Guiche, » dit Montalet à l'oreille de mademoiselle de Tonnay-Charente. « C'est monsieur de Bragelonne, » dit celle-ci à l'oreille de la Vallière. Et les 2 jeunes gens continuaient de s'approcher en causant d'une voix animée. « C'est par ici qu'elle était tout à l'heure, » dit le comte. « Si je n'avais fait que la voir, je dirais que c'est une apparition. Mais je lui ai parlé. »« Ainsi, vous êtes sûr ? » »« Oui,
Mais peut-être aussi lui ai-je fait peur. Comment cela? Mon Dieu, j'étais encore fou de ce que vous savez, de sorte qu'elle n'aura rien compris à mes discours et aura pris peur. Oh, dit Bragelonne, ne vous inquiétez pas, mon ami. Elle est bonne, elle excusera. Elle a de l'esprit, elle comprendra. Oui, mais si elle a compris, trop bien compris, après, et qu'elle parle. Oh, vous ne connaissez pas Louise, comte, dit Raoul. Louise a toutes les vertus, et n'a pas un seul défaut. Et les jeunes gens passèrent là-dessus, et comme ils s'éloignaient, leurs voix se perdirent peu à peu. Comment? La Vallière? Dit mademoiselle de Tonnay-Charente. Monsieur le vicomte de Bragelonne a dit Louise en parlant de vous. Comment cela se fait-il? Nous avons été élevés ensemble, répondit mademoiselle de la Vallière. Tout enfant, nous nous connaissions. Et puis, monsieur de Bragelonne est ton fiancé, chacun sait cela. Oh, je ne le savais pas, moi. Est-ce vrai, mademoiselle? C'est-à-dire, répondit Louise en rougissant, c'est-à-dire que monsieur de Bragelonne m'a fait l'honneur de me demander ma main, mais... Mais quoi? Mais il paraît que le roi... Eh bien, que le roi ne veut pas consentir à ce mariage. Et pourquoi le roi? Et qu'est-ce que le roi? S'écria Or avec aigreur. Le roi a-t-il donc le droit de se mêler de ces choses-là, bon Dieu? La politique est la politique, comme disait monsieur de Mazarin. Mal à mort, il est la mort. Si donc tu aimes monsieur de Bragelonne, et s'il t'aime, épousez-vous. Je vous donne mon consentement, moi. Athénaïs se mit à rire. Oh, je parle sérieusement, répondit Montalais, et mon avis en ce cas vaut bien l'avis du roi, je suppose. N'est-ce pas, Louise? Voyons, voyons, ces messieurs sont passés, dit la Vallière. Profitons donc de la solitude pour traverser la prairie et nous jeter dans le bois. D'autant mieux, dit Athénaïs, que voilà des lumières qui partent du château et du théâtre, et qui me font l'effet de précéder quelque illustre compagnie. Courons, dirent-elles toutes trois. Et, relevant gracieusement les longs plis de leurs robes de soie, elles franchirent lestement l'espace qui s'étendait entre l'étang et la partie la plus ombragée du parc. Montalais, légère comme une biche, Athénaïs, ardente comme une jeune louve, bondissaient dans l'herbe sèche, et parfois un Actéon téméraire eût pu apercevoir dans la pénombre leurs jambes pures et hardies se dessinant sous l'épais contour des jupes de satin. La Vallière, plus délicate et plus pudique, laissa flotter ses robes, retardée ainsi par la faiblesse de son pied, elle ne tarda point à demander sa grâce. Et, demeurée en arrière, elle força ses deux compagnes à l'attendre. En ce moment, un homme, caché dans un fossé plein de jeunes pousses de saule, remonta vivement sur le talus de ce fossé et se mit à courir dans la direction du château. Les trois femmes, de leur côté, atteignirent les lisières du parc, dont toutes les allées leur étaient connues. De grandes allées fleuries s'élevaient autour des fossés. Des barrières fermées protégeaient de ce côté les promeneurs contre l'envahissement des chevaux et des calèches. En effet, on entendait rouler dans le lointain, sur le sol ferme des chemins, les carrosses des reines et de madame. Plusieurs cavaliers les suivaient, avec le bruit si bien imité par les vers cadencés de Virgile. Quelques musiques lointaines répondaient au bruit, et, quand les harmonies cessaient, le rossignol, chanteur plein d'orgueil, envoyait à la compagnie qu'il sentait rassemblée sous les ombrages les chants les plus compliqués, les plus suaves et les plus savants. Autour du chanteur brillaient, dans le fond noir des gros arbres, les yeux de quelques chats huants sensibles à l'harmonie. De sorte que cette fête de toute la cour était aussi la fête des hôtes mystérieux des bois, car assurément la biche écoutait dans sa fougère, le faisan sur sa branche, le renard dans son terrier. On devinait la vie de toute cette population nocturne et invisible, aux brusques mouvements qui s'opéraient tout à coup dans les feuilles. Alors, les nymphes des bois poussaient un petit cri, puis, rassurées à l'instant même, riaient et reprenaient leur marche. Et elles arrivèrent ainsi au chêne royal, vénérable reste d'un chêne qui, dans sa jeunesse, avait entendu les soupirs de Henri II pour la belle Diane de Poitiers, et plus tard ceux de Henri IV pour la belle Gabrielle d'Estrées. Sous ce chêne, les jardiniers avaient accumulé la mousse et le gazon, de telle sorte que jamais siège circulaire
n'avait mieux reposé les membres fatigués d'un roi. Le tronc de l'arbre formait un dossier rugueux, mais suffisamment large pour 4 personnes. Sous les rameaux qui obliquaient vers le tronc, les voix se perdaient en filtrant vers les cieux.